Donc, je suis responsable du pôle connaissance du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, pôle dans lequel depuis 2002-2003, on a développé en parallèle aux actions sur la flore et la végétation, des actions de connaissance sur les champignons. Alors l'objet de la communication que je vais vous présenter, c'est de présenter un outil d'évaluation des milieux humides à partir des champignons, et de présenter un petit peu la réflexion autour de la genèse de cet outil. Alors cet outil sera disponible à tous en téléchargement dans le cadre des actes du colloque. Et on peut prendre cette citation comme point de départ de la réflexion autour de cet outil. Je vous la lis. Il semble que la plupart des phytosociologues ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître les champignons, alors que les mycologues ne sont souvent pas intéressés par les communautés fongiques et la phytosociologie. Alors je vous laisse deviner de qui est cette citation. Je vous en donne la solution tout de suite. C'est plutôt quelqu'un qui est connu dans le domaine de la phytosociologie, puisque c'est Barkman qui a écrit ça en 1987. Alors je crois que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est un petit peu ça qui est le point de départ de cette réflexion. Alors, sur la base d'un exemple illustré, quelques notions élémentaires sur des complexes humides, on va dire, en regardant un petit peu quelques caractéristiques écologiques importantes, donc notamment sur des contraintes d'hydromorphie qui créent des phénomènes d'anoxie dans le sol. La composition ionique de l'eau et organique de l'eau va jouer aussi sur la diversification des niches qu'on va trouver dans les milieux humides. L'érosion alluviale qui va fournir des micro-niches sur les rives. On va observer une minéralisation croissante de la matière organique quand on s'éloigne du niveau de la nappe, donc avec toute une séquence de sols très différentes, avec pour conséquence une macrozonation de la végétation, mais aussi des microzonations de la végétation. Alors, les micro-organismes fongiques, ils vont réagir à tous ces processus. Ça, c'était un échantillon, il y en a évidemment d'autres. Des caractéristiques importantes à considérer, donc, sont des organismes qui sont hétérotrophes et qui se nourrissent sur la matière organique disponible dans le milieu. La diversité taxonomique est très élevée. Il y a une vaste amplitude d'espace vital et de longévité en fonction des espèces, on l'illustrera un petit peu, une grande diversité de stratégies vitales chez les champignons, et ils sont sensibles à de nombreux gradients écologiques. Alors, pour toutes ces raisons, ils occupent un grand nombre de niches écologiques, notamment dans les milieux humides. La végétation, c'est la partie très visible, donc on utilise souvent pour la description, mais on pourrait dire que les communautés fongiques, les mycocénoses, c'est une partie intime des milieux, cachée d'une certaine manière, et intimement liée au fonctionnement de l'écosystème. Alors avec, en gros, pour faire simple, on peut classer en trois grands types. D'abord les décomposeurs, donc ils vont recycler la matière organique, contribuer à la formation des sols, boucler les cycles biogéochimiques. On a la symbiose racinaire qui permet pour la végétation, donc pour les plantes, la plupart des plantes sont mycorhizées, l'alimentation minérale, la protection biologique aux invasions par des virus ou des contaminations, la mise en réseau aussi des individus qui est quelque chose de très intéressant pour les phytosociologues puisque les plantes en fait sont en réseau à l'intérieur d'une même espèce mais aussi interespèces par des réseaux de mycélium qui font des mycorhizes avec les individus. Donc l'échelle de la communauté est intéressante. Et puis des champignons endogènes donc, qui vivent à l'intérieur d'êtres vivants, notamment des plantes. Donc on connaît bien les parasites donc qui contribuent à la régulation dynamique des écosystèmes, mais il y a aussi tout un tas de processus endogènes qui sont méconnus. Chaque plante a tout un tas de champignons endogènes dont on ne sait pas trop la relation qu'ils ont avec ces plantes. Alors tout ça pour dire qu'on a des processus vitaux ici qui contribuent à l'installation, à la nutrition, à la croissance, à la résilience de la végétation dans lesquelles les champignons sont très fortement liés. Les champignons, ils occupent aussi un grand nombre de micro-habitats, y compris des micro-habitats très hostiles écologiquement. Pour toutes ces raisons, on peut estimer que c'est un groupe pertinent pour évaluer la biodiversité et la qualité d'un écosystème. Alors je reprends mon petit exemple de tout à l'heure pour très vite illustrer des micro-niches où on va trouver des communautés fongiques distinctes. Alors au niveau des humus, avec des saprotrophes, donc dans les humus hydromorphes, on a des cortèges spécifiques. Dans les humus organiques ou tourbeux, d'autres cortèges spécifiques.
Sur les horizons organominéraux qui sont décapés par la dynamique alluviale, on va avoir encore d'autres cortèges. Ensuite, on en a sur le bois mort, en situation aérienne, au sol, immergé. Après, sur les litières, avec des spécificités plus ou moins fortes. Ici, sur mon image, un sorbus, donc sur les litières de sorbus, de salix, de bouleau. Sur les litières de cyperacées, dans des conditions microclimatiques humides, avec les feuilles de la base des touradons qui créent une micro-niche particulière. Dans les bryophytes, les grophiles, alors ici minérotrophes, mais dans les tourbières hautes, on a aussi sur les ombrotrophes. Ensuite, tout ce qui est donc rhizosphère avec les mycorhiziques, souvent avec une spécialisation assez forte au niveau générique, ici avec Salix, Betula, pas avec le sorbus qui ne fait pas d'ectomycorhize. Ensuite, on a des microsols qui s'installent sur les écorces à partir des nécroses, des mousses, des hépatiques, etc. Alors, si on veut appréhender les communautés fongiques, on a une diversité de niches écologiques, de fonctionnement, d'hôtes et d'espaces vitaux, et une superposition spatiale de leurs habitats qui rend un peu complexe leur appréhension. Pour cette raison-là, on propose d'étudier plutôt leur répartition et la composition des communautés à une échelle sinusiale qui nous semble plus adaptée. Et ce n'est pas nouveau, hein, les principes généraux de cette appréhension ont déjà été exposés par Barkman dès 1973, et Fellner en 1987 a ajouté un principe qui est sans doute assez fondamental pour les champignons, d'unité du substrat et du trophisme, c'est-à-dire du type de nutrition qu'ont les espèces. Bon, certains auteurs ont mis le doigt sur le fait que la délimitation spatiale ou spatio-temporelle des sinusites champignons est complexe. Je ne vais pas m'étendre, je le reprendrai dans la publication. Mais on peut quand même s'appuyer sur des concepts existants qui ont été développés pour les végétations et qu'on pourrait transposer de façon utile pour les champignons pour délimiter les sinusies en s'appuyant donc sur un ensemble polythétique hiérarchisé de critères d'homogénéité mais adapté aux champignons et à leurs caractéristiques propres en mettant en tout premier lieu l'homogénéité du type nutritif, donc en reprenant ce que proposait Fellner, l'homogénéité du substrat, de l'espace vital, c'est-à-dire du volume prospecté par le mycélium, la partie invisible du champignon, l'homogénéité à l'échelle microclimatique, qui est très importante, dynamique, en considérant des pionnières, des post-pionnières et des dryades dans chaque type de substrat, en transposant un peu les concepts d'écologie forestière, et éventuellement phénologique, sachant que certaines espèces ont des cycles vernaux, donc particuliers en décalage par rapport à la plupart des espèces. En revanche, l'homogénéité fongistique, qui pourrait être le pendant de l'homogénéité floristique, qui est très importante en phytocénologie, elle est très difficile à appliquer pour les champignons, parce que la partie visible, qui est la partie reproductrice, elle est très fugace. Et puis le deuxième concept sans doute important à appliquer, c'est le concept de relevés fragmentés, pour pouvoir cumuler des relevés sur des surfaces importantes de microhabitats homogènes, compte tenu du fait qu'on observe à un moment donné qu'un fragment, une petite partie des espèces de champignons qui occupent effectivement la mycocénose. Alors, est-ce qu'on pourrait bâtir une classification mycosociologique sinusiale? Alors, ça existe. Le premier essai un peu conséquent, il date de 1952. Il a été publié à titre posthume en 1973. C'est Darimont, un mycologue belge, qui a fait cet exercice. Il appelait les sinusies fongiques des mycocinésies. Il a fait un travail sur les forêts belges qu'il a voulu généraliser en un système de classification. Il y a eu par la suite quelques travaux qui ont publié des associations avec une conception plus ou moins sinusiale en fonction des auteurs et avec des conceptions propres pas vraiment d'homogénéité en fonction des auteurs. Les bases théoriques, elles se sont enrichies avec des publications conceptuelles, notamment en Europe centrale. Mais il y a des problèmes importants qui résident et puis une hétérogénéité d'approche entre les auteurs. Certains auteurs ont essayé d'actualiser le système de Darimont, la classification de Darimont. J'en cite quelques-uns là. Bon, surtout Fellner en 1988, qui a fait peut-être la synthèse la plus complète. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, une telle classification a encore assez peu progressé. Il demeure des très grandes lacunes, écologiques d'une part, dynamiques, biogéographiques, mais aussi taxinomiques, puisque la taxinomie des champignons a beaucoup évolué ces dernières décennies. Bon, je ne résiste pas à vous montrer les deux premières pages de la publication de Fellner dans la très soviétique Cheshka Mycologie des années 80. Voilà, c'est un petit peu ardu. Donc, c'est une classification mycologique sinusiale. C'est à peu près le document le plus complet dont on dispose pour le moment.
Alors la question que je me suis posée pour faire le lien avec les végétations, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, compte tenu de ces difficultés, tenter une mise en correspondance avec des communautés végétales. Alors il y a certains travaux déjà qui ont fait un peu des essais dans ce sens-là, mais souvent l'approche sinusiale était absente ou alors assez limitée. Donc moi je pense donc avec les travaux d'Arimond, de Barkman et de Fellner en particulier qu'on doit considérer les champignons comme formant des communautés propres à valeur de synusie, que ces synusies fongiques elles peuvent avoir des relations plus ou moins fortes avec les communautés végétales, alors pas toujours, hein, elles dépendent aussi de nombreux autres paramètres. Et en conséquence, le niveau sinusial est le meilleur niveau aussi pour essayer de tenter une mise en correspondance avec les communautés végétales, parce qu'il répond mieux à la répartition spatiale des communautés fongiques et à leur diversité des modes de fonctionnement. Alors il reste des difficultés, hein, bien sûr, puisque les synusies fongiques d'abord occupent un très grand nombre de niches écologiques, y compris des niches où il n'y a quasiment pas de végétation ou pas de végétation. Et ensuite, parce que dans un compartiment donné, on observe des successions dynamiques des communautés fongiques sans forcément avoir des successions similaires pour les communautés végétales. Voilà. Sur du bois mort, par exemple, dans des humus de pelouse, on a des successions fongiques avec le temps, alors que les communautés végétales, elles peuvent être stables. Alors, voici les principes généraux de mise en correspondance. Donc d'abord, il s'agit pour chaque idiotaxon fongique de trouver une correspondance avec un syntaxon de synusie végétale. Alors pour les référentiels utilisés pour les champignons, c'est taxref augmenté, c'est-à-dire qu'on a dû augmenter la version disponible actuelle puisqu'il n'est pas complet, il manque toute une partie sur les ascomycètes et puis corriger sur pas mal de lignes à partir du jeu de données qu'on gère qui contient plus de 160 000 données élémentaires. Donc c'est cet outil qu'on a utilisé pour les champignons. Et puis pour les végétations, le référentiel de Catminat, de Philippe Jules, puisque l'avantage c'est qu'on a les végétations vasculaires et les bryophytes qui vont être très utiles, hein, et puis un traitement homogène sur l'ensemble des communautés végétales de la France, et plus. Donc pour les taxons qui font des ectomycorhizes, la mise en correspondance sera cherchée avec des classes ligneuses. Voici les genres concernés pour les milieux humides. Pour les espèces saprotrophes qui sont subordonnées de façon plus ou moins stricte à des taxons végétaux, donc les classes qui contiennent ces taxons. Pour les espèces lignicoles, des classes arborescentes ou éventuellement arbustives pour les lignicoles qui sont assez peu exigeantes en termes de ressources ou de taille des fragments, etc. Donc ici on a des liens directs avec la végétation. Ensuite, pour les saprotrophes humicoles ou turficoles, donc là, on va plutôt chercher des correspondances avec des classes du tapis herbacé ou du tapis de bryophyte humicole. Et pour les lignicoles des bois très décomposés, on va chercher plutôt des correspondances avec des classes bryophytiques, épiphytiques, sciaphiles, sachant, ah oui, il y a aussi les corticoles avec des classes bryophytiques, épiphytiques. Et ici, on a plutôt des liens de proximité spatio-temporelle que des liens directs avec la végétation. Ensuite, pour chercher le rang syntaxinomique de la correspondance, le plus pertinent, alors il faut prendre en compte le fait que les champignons, comme la plupart des cryptogames, ont des aires de répartition très vastes. Donc il faut que ce soit cohérent avec l'aire de répartition, souvent à l'échelle biogéographique, dans un domaine biogéographique donné. Donc des mises en correspondance avec des niveaux hiérarchiques en général élevés de syntaxons végétaux. Et puis on peut affiner, si possible, en tenant compte de l'auto-écologie du taxon fongique. Et puis donc dans cette table de données qui va constituer l'outil, on va rajouter des informations sur le type nutritif, sur les successions dynamiques et sur l'intérêt patrimonial pour pouvoir se servir aussi d'une évaluation patrimoniale de l'outil. Alors voilà les tables de métadonnées, je vais passer très vite, hein, elles sont aussi dans la publication, donc pour montrer les types trophiques donc, utilisés avec 2 niveaux de déclinaison, avec des exemples à chaque fois d'idiotaxons fongiques. Le type dynamique, pareil avec des exemples pour chaque type de fonctionnement, les saprotrophes, les mycorhiziques, etc. Pour l'intérêt patrimonial, c'est un tableau à 2 entrées avec d'une part la fréquence dans la niche écologique de l'espèce et puis d'autre part l'étroitesse de sa niche écologique. Et en croisant ces deux aspects, on a 5 niveaux d'intérêt patrimonial avec des exemples encore une fois. Alors je vais passer sur des exemples concrets. Voilà une première espèce, donc Galerina paludosa, donc c'est une espèce fagnicole qu'on trouve à peu près dans tous les types de tourbières, tous les types de tourbières acides.
où on peut trouver des sphènes à très large échelle géographique, et puis de l'étage planisphère jusqu'à l'étage subalpin. Donc la chorologie générale du taxon, c'est une circumboréale. Donc le codage dans la table, ça sera donc pour le type nutritif de niveau 1, un endogène, de niveau 2, endophyte de bryophyte, c'est-à-dire que le mycélium vit à l'intérieur des cellules des sphènes. Le type dynamique, c'est une dryade. L'indice patrimonial, donc calculé avec le tableau précédent, on obtient un coefficient 2. Et puis la correspondance, surtout la partie la plus importante de l'outil, elle se fera de façon la plus pertinente au niveau de la classe, une classe bryophytique, des Eolacomniopalustris, Phanetea, Phallacis, donc bryophyte des tourbières. Deuxième exemple, Marasmus limosus, donc là c'est une petite espèce saprotrophe qui pousse sur la litière des grandes monocotylédones hygrophiles, dans des conditions plutôt eutrophes, large répartition encore une fois, surtout à basse altitude par contre cette fois, une espèce commune dans sa niche. Donc le codage, c'est une saprotrophe de litière, pionnière, indice patrimonial 2, et la correspondance ici au niveau de l'ordre des Phragmipetalia australis. Troisième exemple, Phycolomas ubericeum. Ici on a affaire à un humicole des sols longuement inondables, en conditions plutôt eutrophes, assez peu communs. Voilà la correspondance, donc les Bidentetea tripartitae au niveau de la classe. Une espèce mycorhizique, l'Exinum holopus, spécifique du genre Betula, qui vient uniquement des conditions hygroacidiphiles. Donc, type nutritif ectomycorhizique Betula, et syntaxon de correspondance Betuletum pubescentis. Alors ici, on voit qu'on arrive à une correspondance assez fine, puisqu'on est au niveau de l'association végétale sinusiale, compte tenu des exigences assez strictes, écologiques assez strictes de cette espèce. Dernier exemple, Discotis venosa, donc c'est une humicole, des sols riches en base, forestiers, bien alimentés en eau. Donc on a une mise en correspondance avec la classe herbacée, l'alliance herbacée intraforestière de Ranunculium ficariae. Alors il y en avait un sixième, donc une limicole, pas spécifique mais très préférentielle du bois d'Aulne, correspondance avec la classe des Fraxino-Alnetalia. Non, pardon, l'ordre des Fraxino-Alnetalia au sein de la classe des Fraxino-Quercitaires, donc des forêts. Donc voilà un extrait de la table de données. Pour le moment, il y a 1 millier de lignes à peu près de renseigner, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour que l'outil soit assez fourni pour être utilisé. Alors, les utilisations maintenant. Alors, à plusieurs destinataires, c'est un peu l'objectif de faire le lien entre plusieurs disciplines. Donc, pour le phytosociologue, cette table, elle va fournir des données sur les potentialités mycologiques des syntaxons que donc, les phytosociologues connaissent. Elle permettra aussi une interprétation phytosociologique d'inventaire mycologique, une appréhension écologique des syntaxons accrus avec un regard porté sur des micro-organismes et leur dynamique propre qui est intime, donc on l'a vu, aux écosystèmes. Pour le mycologue, ça constituera une base de données phytoécologiques pour les taxons fongiques. Ça permettra une exploitation d'inventaire ou de cartographie phytosociologique pour préparer les échantillonnages pour mener des inventaires mycologiques sur des sites où les connaissances sont disponibles. Et ça fournira aussi des données pour l'interprétation et la restitution commentée d'inventaires mycologiques, pour ne pas en rester à des inventaires bruts, mais essayer d'interpréter un petit peu les inventaires. Alors je ne l'ai pas détaillé, là j'avais un exemple sur 3 tourbières, sur une étude qu'on a fait pour l'ONF, sur 3 tourbières des Pyrénées-Atlantiques. Mais à partir de cette table de données, donc on peut comparer sur le plan de la richesse spécifique et la richesse par intérêt patrimonial, les différents sites, là les 3 sites. On peut le faire par type nutritif, par type dynamique. Voici la répartition avec les correspondances avec les syntaxons sinusiaux végétaux. Donc on peut voir la diversité représentée, mais on peut voir aussi à l'intérieur d'un syntaxon végétal, s'il est présent sur les 3 sites, il peut être plus riche en champignons dans l'un des sites, pour des raisons qu'on peut essayer d'interpréter en termes patrimonial, historiques, dynamiques, etc. Donc ça c'est une autre étude faite sur une réserve naturelle. Donc pour le gestionnaire, cet outil peut être utile pour mettre en perspective donc, les richesses phytocénotiques du site et les richesses mycologiques, pour réaliser une hiérarchisation conservatoire qui intègre les micro-organismes fongiques, pour réaliser des cahiers des charges aussi, pour commander des études mycologiques, des cahiers des charges motivés sur des bases écologiques,
Elle peut permettre aussi d'avoir une lecture critique de ce type de rapport d'études sans avoir forcément les compétences mycologiques pour le faire. Et puis enfin, pour le mycosociologue, donc ça peut aussi être un travail de départ. Cette table, elle constitue une standardisation d'informations qui peut être exploitée pour la construction d'un système de façon descendante, c'est-à-dire un peu théorique, en faisant des tris sur la table. Mais ça peut être une base de travail pour essayer de construire un vrai système ascendant, mais qui ne peut que être construit sur le long terme, puisque là, les relevés à réaliser et les synthèses à réaliser sont très très vastes et demanderaient un temps considérable. Merci aux organisateurs donc, de ce colloque, à toute l'équipe. C'est vraiment très bien organisé, bravo. Et merci à vous tous pour votre attention. La complexité de cette recherche, elle est évidente. Et je crois que vous parlez peut-être, parce que quand on fait les relevés phytosociologiques, il y a une surface minimale. Mais peut-être vous prenez un volume minimal pour les mycéliums et tout ça. Alors effectivement, c'est une des questions importantes, c'est ce que j'appelais le volume vital, c'est-à-dire que les champignons ont effectivement occupé un volume avec leur mycélium, et donc si on veut décrire des communautés homogènes, il faut décrire ces communautés à l'échelle de leur volume moyen. Certaines espèces ont un volume très très faible, le petit marasme qui pousse sur les feuilles de phragmites, vous avez vu, c'est quelques millimètres cubes, son volume vital, et puis certaines espèces à protrophes d'humus, ça peut être des mètres cubes de matière organique qui sont occupés par le mycélium. Alors évidemment, si on écrit des communautés fongiques en prenant en compte les champignons de la litière et celles de l'humus dans une même communauté, ça n'a pas de sens. Déjà parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes horizons du sol, mais en plus parce que leur espace vital n'a rien à voir. Oui. J'avais juste une question. Moi, ce qui me pose problème avec les champignons, c'est le nombre de fois où on doit passer pour pouvoir faire des relevés. On a un collègue au CDNDP qui est mycologue qui nous expliquait que sur un même site, il est obligé de passer plusieurs fois dans la saison, plusieurs années d'affilée, pour avoir des cortèges complets. Alors, tes relevés sinusiaux, j'imagine que tes sinusies, elles ne doivent pas se développer tous les ans, elles doivent être fragmentées à certaines années, etc. Pour pouvoir faire des relevés complets, avoir des inventaires, comme tu montres à la fin, cytologiques, avec le nombre d'espèces par sinusie végétale. Là où nous, en vasculaire ou même en bio, on peut faire des inventaires tous les ans au moins, en choisissant la bonne époque, à part peut-être pour certaines communautés thérophytiques. Pour les champignons, ça me paraît nettement plus complexe. C'est le cas, il y a pas mal de difficultés méthodologiques qu'il ne faut pas nier. J'avais prévu une diapo là-dessus, je vous la montre, mais je ne l'ai pas passée parce que ça faisait un peu trop long. Alors pour les milieux humides, c'est un petit peu modéré par le fait que les poussées sont plus régulières. Et donc si on connaît assez bien la fenêtre optimale, on peut arriver en une seule visite à avoir un échantillon significatif. Pour d'autres milieux, c'est plus compliqué. Pour les pelouses sèches en particulier, on peut avoir des gros problèmes en effet. Ensuite, le deuxième aspect, c'est je l'ai évoqué, c'est sur les surfaces à prospecter. C'est-à-dire que je pense qu'on peut arriver à pondérer aussi cette difficulté en augmentant les surfaces. Donc, en prenant un exemple simple en forêt, pour un relevé de végétation, on va avoir sur quelques dizaines, voire centaines de mètres carrés, une communauté saturée, enfin un relevé saturé avec la végétation qui est visible. Pour les champignons, on peut augmenter la surface de façon importante pour avoir augmenté les chances de contact avec les carpophores, qui sont la partie visible dont on a besoin pour faire l'inventaire et l'identification. Voilà. Après, donc les difficultés sont réelles. Un argument qu'on peut donner aussi, c'est que, ce que je disais, les champignons sont intimement liés, donc intéressants pour l'évaluation des écosystèmes. Et parmi les micro-organismes, c'est ce que je l'ai là, c'est les seuls qui sont visibles à un moment donné. C'est les seuls qu'on peut quand même appréhender sur le terrain dans une certaine mesure, et avec les difficultés que tu évoques et qui sont réelles, effectivement. Pour prolonger la question de Thierry, et pour avoir un ordre d'idée, tu pourrais nous dire combien de temps pour un relevé écologique, détermination comprise, qu'on a un ordre d'idée? Pour un relevé, c'est un petit peu délicat parce qu'on ne fonctionne pas vraiment par relevé. Enfin, si je peux te donner une idée d'un cas particulier, pour une pelouse de 1 à 2 hectares qui est assez riche en période de bonne fructification,
Il faut compter, pour bien l'examiner, à peu près une demi-journée, 3 heures de travail sur le terrain. Hein, juste de collecter, observation, noter, sachant qu'on ne détermine pas tout sur le terrain. Ensuite, le deuxième niveau de réponse, c'est plutôt à l'échelle d'inventaire sur un site, une journée de prospection. Ça génère à peu près, alors ça dépend évidemment de l'expérience du mycologue qui travaille après, mais je dirais 3-4 jours de travail de laboratoire, facilement. Oui, je crois que c'est fini. Merci beaucoup.